Bonjour à tous. Nous sommes aujourd'hui ensemble pour un atelier concernant l'hypertension artérielle et sa prise en charge. Et j'ai le plaisir de commodérer cette session avec le professeur Ariel Cohen. Je suis Théodora Angoulevent de Tours. Le premier intervenant va être mon collègue Romain Boulestreau de Bordeaux qui va nous parler de l'hypertension artérielle essentielle en consultation. Romain dirige également un registre national de l'hypertension à maligne, soutenu par la Société française d'hypertension artérielle. Bonjour à tous, bienvenue à cette édition online des JESFC pour parler d'hypertension artérielle. Je suis ravi d'avoir ce sujet, hypertension artérielle essentielle en consultation, parce que ça représente la majorité de notre activité cardiologique en hypertension artérielle, et c'est en même temps le champ de bataille pour contrôler la majorité de nos patients et enfin améliorer le contrôle tensionnel en France. Pour ça, il faut que nous ayons accès à des consultations simples, rapides, mais efficaces, optimales. Et grâce aux recommandations récentes, ces consultations idéales reposent en fait sur 4 clés, et c'est ces 4 clés que je vais vous transmettre dans les minutes à venir. Alors je passe sur mes conflits d'intérêts, et on va commencer par la mesure de la pression artérielle, puisque c'est évidemment la base. Tout commence comme ça. Peut-être que comme moi, vous avez l'impression que parfois la mesure est un peu labile, un peu déroutante, et on se pose la question de savoir si c'est fiable ou non. Et il faut bien imaginer que contrôler une hypertension artérielle chronique en consultation, en se basant sur une mesure, ce serait comme contrôler un diabète en se basant sur un dextro fait à la consultation. Ça paraît aberrant, mais quand on y réfléchit, on nous demande de faire ça. Heureusement, les recommandations récentes nous proposent une alternative et la renforcent, une alternative qu'on connaît bien, mais qui maintenant devrait être la norme, c'est de se baser sur une pression artérielle ambulatoire, automesure ou MAPA. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le patient va arriver avec ses résultats, il va vous les donner directement, donc vous n'avez aucun travail à faire, et ces mesures seront fiables sur le diagnostic, sur le pronostic du patient. Vous allez pouvoir vous appuyer dessus. La pression est haute, je majore le traitement. La pression est contrôlée, je suis. Ça va vite, c'est efficace, vous êtes convaincu, le patient le ressent, il va être observant. Tout le monde est gagnant. C'est donc vraiment une clé importante. La deuxième clé sera d'avoir une démarche diagnostique sur l'hypertension artérielle bien rodée et rapide. Pourquoi ? Parce qu'en théorie, on a 3 choses à faire. Évidemment, évaluer les autres facteurs de risque cardiovasculaire, le niveau d'atteinte des organes cibles de l'hypertension artérielle et surtout dépister une hypertension artérielle secondaire d'emblée par un bilan minimal. Ça, c'est fondamental parce que 6 à 10% de nos patients hypertendus, tout venant, ont une hypertension artérielle secondaire qu'on peut guérir ou qui nécessite un traitement spécifique pour être bien pris en charge. Et 6 à 10%, ça fait un patient sur 10 à un patient sur 16. Je vous invite à à suivre vos 30 prochains patients hypertendus et voir si vous avez trouvé les 2 à 3 hypertensions artérielles secondaires qui se cachent à l'intérieur. Et la plupart du temps, malheureusement, on ne les trouve pas parce que ça nécessite un tout petit peu de travail, un interrogatoire, un examen physique, un examen biologique tout fait. La question étant, comment est-ce qu'on peut faire ce bilan tout en gardant une consultation simple, rapide, mais pourtant la rendre optimale. Et pour ça, on a des outils, un questionnaire de l'hypertension artérielle fait par l'HEGP, qu'on peut customiser pour l'adapter à sa pratique, le questionnaire d'Epworth et de Berlin pour l'apnée du sommeil. On peut faire des ordonnances toutes faites sur le bilan étiologique minimal de l'hypertension artérielle, avec la protéinurie, par exemple, qui est souvent oubliée et qu'on pourrait mettre en systématique, la kaliémie, etc. Et pour vous dire, moi, en consultation, j'ai à côté de moi des welcome packs que je donne aux patients avec l'ensemble des éléments dont j'ai besoin. Ça ne me prend aucun temps. Je les ai juste préparés à l'avance. Et quand il revient et qu'il me rend ses résultats, j'ai donc une consultation qui est parfaitement optimale et un temps minimal. La troisième clé, une fois qu'on aura fait un diagnostic précis, ça sera évidemment la titration thérapeutique optimisée, rapide et surtout dynamique, c'est le mot-clé. En lipidologie, on dit souvent le plus bas est le mieux pour le cholestérol. En contrôle tensionnel, le slogan c'est le plus tôt est le mieux et il ne faut pas perdre de temps. Là-dedans, il y aura 3 sous-questions. Quand est-ce que j'introduis un traitement ? Comment je titre et quelle cible tensionnelle je vise ? Alors, quand est-ce que j'introduis un traitement ? Ça n'a pas beaucoup changé. C'est les recommandations 2018 que vous connaissez. On va commencer un traitement quand on aura vérifié l'hypertension artérielle en dehors du cabinet, systématiquement, sauf chez les patients hypertendus légers, à bas risque, et qui ont une anomalie hygiéno-diététique évidente qu'ils sont motivés pour corriger. Et dans ce cas-là, on peut se donner 3 mois et leur laisser un petit peu de temps. Dans toutes les autres situations, je vous engage vraiment à démarrer d'emblée un traitement, quitte à dire aux patients, si vous arrivez à corriger votre surpoids, votre consommation de sel, etc., on pourra arrêter ou baisser le traitement et refaire une MAPA, refaire une automesure pour voir où on en est. Mais il faut vraiment obtenir un contrôle tensionnel rapide
Parce qu'une fois que vous l'avez, ça, vous en êtes sûr. Et ensuite, le patient, il y arrive, il n'y arrive pas, ça ne change rien. Comment on titre le traitement ensuite? Maintenant, c'est très protocolisé. Vous démarrez un traitement, l'Europe dit bithérapie faible. En France, on n'a pas l'AMM, ce sera plutôt une monothérapie forte. Un mois après, on évalue l'efficacité, la tolérance. Si ce n'est pas efficace et bien toléré, on va passer à une bithérapie qui associe inhibiteur calcique et IEC ou ARA2. Puis un mois après, on va passer à une trithérapie. On rajoute un diurétique, plutôt un diurétique thiazidique-like. Et puis, un mois après, si le patient n'est pas contrôlé, on est à 3 mois, on a donc une hypertension artérielle résistante et vous voyez qu'on n'a pas perdu de temps. 80-90% de nos patients seront contrôlés à ce stade et on aura identifié dès 3 mois les quelques patients qui auront besoin d'une prise en charge spécifique. Vous voyez à gauche qu'il va falloir plutôt prendre des bithérapies fixes. Une des clés de l'efficacité de la prise en charge de l'hypertension artérielle, c'est d'avoir le moins de comprimés possible. Quand vous faites ça, le patient il est rapidement contrôlé, il est content, vous êtes content, et donc lui il va être observant parce qu'il va sentir qu'il est pris en charge par quelqu'un qui sait ce qu'il fait, ça va vite, et lui il va être content d'être rapidement contrôlé. Je vous laisserai la diapo, il y a quelques conseils supplémentaires en dessous de cette figure. Un des conseils étant que s'il n'y a pas d'argument pour utiliser les bêta-bloquants en dehors de l'hypertension artérielle, pour l'indication HTA seule, cette classe thérapeutique va être reléguée à la 5e, 6e intention. La cible thérapeutique, l'Europe, la Société internationale disent plutôt 130-80 pour la majorité des patients, voire un peu moins. En France, on n'a pas encore endossé cette recommandation, mais l'idée va être de dire on va se placer plutôt proche des 130-80 que proche des 140-90. Et on essaye de faire ça en 3 mois, comme on vient de le voir. Pour les patients plus fragiles, notamment les patients âgés, on va y aller plus doucement dans la titration déjà, et puis dans la cible aussi, plutôt autour de 140-90, et surtout pas d'hypotension orthostatique. Ensuite, il reste quelques patients complexes, évidemment, qui ont une HTA secondaire, une HTA résistante, qui font de l'hypotension, et pour lesquels vous pouvez être en difficulté. Et dans ces cas-là, la clé, c'est d'avoir identifié près de chez vous le spécialiste en hypertension artérielle qui va pouvoir vous aider. Et je vous renvoie vers le site de la Société française d'hypertension artérielle, puisque le territoire est maillé de ces spécialistes. Et il ne faut vraiment pas hésiter à avoir la personne ressource, à pouvoir la contacter facilement pour adresser vos dossiers un petit peu compliqués. Et ce sera la 4e clé pour contrôler la majorité, voire toute votre patientèle hypertendue. Voilà, donc en conclusion, les clés pour une consultation rapide, simple et pourtant optimale d'hypertension artérielle essentielle, c'est d'avoir une mesure dont on est sûr, fiable et efficace, ambulatoire. C'est d'avoir une routine diagnostique bien rodée, une démarche thérapeutique dynamique pour aller vite et bien, et un réseau autour de soi pour nous aider pour les situations complexes. Voilà. Vous trouverez sur le site de l'hypertension artérielle toutes les informations dont vous avez besoin, y compris des recommandations en français courtes bien faites, et je vous mets les autres liens pour la documentation. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une excellente journée avec les JESFC. Merci beaucoup Romain. En l'absence des questions brûlantes, mais on aura un peu le temps d'en discuter, je vais donc passer la parole à Laurent Samar qui va nous parler de l'hypertension artérielle secondaire, ne pas passer à côté. Romain nous a alerté sur le nombre élevé de ces patients et puis on a le bonheur et la chance d'avoir Laurence parmi nous, experte s'il en est, rédactrice des recommandations sur les hypertensions artérielles endocrines, en particulier les hyperaldo. Laurence, c'est à toi. Merci beaucoup. Bonjour. Je tiens tout d'abord à remercier le comité scientifique de la SFC de m'avoir invité à faire cette présentation sur les hypertensions artérielles secondaires. Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Par manque de temps, je ne vais pas vous parler des hypertensions artérielles secondaires rénovasculaires, ni de l'acromégalie, et je vais me focaliser sur les hypertensions artérielles d'origine surrénale, les phéochromocytomes, les hypercortisolismes et les hyperaldostéronismes primaires. Donc, pour rappel, les phéochromocytomes et les paragangliome, ce sont des tumeurs qui se développent aux dépens du tissu chromaffine et qui se situent entre le ganglion cervical supérieur et le plancher pelvien, c'est-à-dire en fait tout le long de la colonne vertébrale. Et puis, quand on a un paragangliome qui se développe aux dépens de la médullosurrénale, on appelle ça phéochromocytome. La différence entre les deux ne vient que de la localisation. Finalement, c'est la même maladie, avec une potentialité de sécréter des catécholamines, avec 15% de risque de métastase et avec des formes génétiques dans plus de 40% des cas. En termes de symptomatologie, vous la connaissez, c'est une hypertension artérielle qui peut être permanente ou paroxystique, des hypotensions orthostatiques, et puis les malaises, céphalées, sueurs, palpitations,
qu'on retrouve dans 60 à 90% des cas. Il y a d'autres petits signes cliniques qui vont nous aider au diagnostic. Le fait que les patients soient pâles au moment des malaises parce qu'en fait, ils ont une hypersécrétion de noradrénaline et que c'est vasoconstricteur. Le fait qu'ils aient une constipation par inhibition du péristaltisme, des nausées. Et puis, on va avoir des signes tumoraux pour les paragangliomes de la tête et du cou, c'est-à-dire des acouphènes, des hypoacousies, des dysphonies, etc. Quand est-ce qu'on va rechercher un paragangliome ou un phéochromocytome dans le contexte de l'hypertension artérielle, chez des patients qui ont des hypertensions artérielles associées à des malaises, chez les patients qui ont des hypertensions artérielles résistantes, l'hypertension artérielle du sujet jeune, quand il y a une hypertension artérielle et un diabète chez des patients de moins de 50 ans avec un IMC inférieur à 25 kg par mètre carré, et dans le cadre d'incidentalome de la surrénale. Finalement, la question n'est peut-être pas tant comment est-ce qu'on les diagnostique que comment est-ce qu'on les élimine. Et pour ça, on va doser les dérivés des catécholamines, c'est-à-dire les méthanéphrines et la norméthanéphrine. On peut faire un recueil urinaire sur 24 heures. Il n'y a pas besoin de mettre d'acide chlorhydrique dans le bocal, il n'y a pas besoin de régime spécifique, il n'y a pas besoin de refaire ce dosage à plusieurs reprises. Et finalement, si on a des patients symptomatiques qui ont ce dosage normal, on a éliminé le paragangliome fonctionnel parce que le taux de sécrétion et les symptômes sont corrélés. On peut également doser la méthanéphrine et la norméthanéphrine plasmatique. L'intérêt, c'est que c'est une prise de sang. Classiquement, on dit après 30 minutes en position allongée. La seule chose, c'est que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale et ça coûte 40 à 50 euros. En termes de sensibilité et de spécificité, comme vous pouvez le voir, les deux techniques sont excellentes et c'est pour ça qu'on fera ces dosages assez facilement. Les petites choses dont il faut se souvenir, on ne mesure pas les catécholamines, il n'y a aucun intérêt à doser l'adrénaline et la noradrénaline, on ne peut pas les interpréter. On fait attention que les patients n'aient pas d'antidépresseurs ou de sympathomimétiques au moment des dosages. Ça donnera des faux positifs, donc finalement, si c'est négatif, on l'aura quand même éliminé. Et puis, si on a une suspicion de phéochromocytome, on ne donne pas de bêta-bloquant, pas de primpérant, parce que ça peut déclencher des cardiopathies adrénergiques. Si c'est normal, on a éliminé le phéochromocytome ou le paragangliome fonctionnel. Si ça ne l'est pas, on réadresse le patient au centre de référence. Pour ce qui est de l'hypercortisolisme, donc vous savez, les signes cliniques principaux, la répartition facio-tronculaire des graisses, les vergetures pourpres, la diminution de la libido, l'hypertension artérielle, l'hirsutisme, la myotrophie. Et puis, on va avoir finalement des patients qui vont être très symptomatiques, comme on peut le voir dans les photos qui sont représentées ici, ou bien alors des patients qui sont asymptomatiques et avec des symptômes qui sont en fait très variables et la spécificité qui est très mauvaise puisque effectivement, avoir des patients en surcharge pondérale qui ont des symptomatologies de ce genre, c'est fréquent. Comment est-ce qu'on élimine un hypercortisolisme? Le test à retenir, c'est quand même le freinage minute à la dexaméthasone, c'est-à-dire 1 mg de dexaméthasone à minuit, 2 comprimés de Dectensil 0,5 et un dosage de cortisol le lendemain matin à 8 heures. Ce qu'on veut, c'est que ce cortisol soit effondré et on a une normale inférieure à 50 nanomoles par litre. Et puis, on dosera également la cortisolurie des 24 heures avec un recueil urinaire sur 24 heures. PS, on peut très bien le faire en même temps que le recueil urinaire de méthanéphrine. On fait également des cycles du cortisol. Le problème, c'est que pour ça, ce qui nous intéresse le plus, c'est le cortisol à minuit, mais qu'on ne peut pas faire un prélèvement sanguin en ville. On peut faire des dosages salivaires, ce qui évite d'avoir à faire des prises de sang à minuit. Le seul problème, c'est que ce n'est pas remboursé par la sécurité sociale. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Mesurer le cortisol à 8 heures, ça ne sert absolument à rien. Faire en même temps un freinage minute et une cortisolurie des 24 heures, ça faussera les résultats de la cortisolurie. Faire attention à la contraception oestrogestative qui va fausser les dosages. Faire attention à la prise de corticoïdes qui va également fausser les dosages. Si le patient a un test de freinage minute et une cortisolurie qui sont normaux, on a éliminé un hypercortisolisme. Si ce n'est pas le cas, on réadresse les patients. L'hyperaldostéronisme primaire, on se retrouve dans des pathologies qui sont beaucoup plus fréquentes puisque c'est 6% des patients hypertendus. Je vous rappelle que le fait d'avoir une kaliémie normale n'élimine absolument pas l'hyperaldostéronisme primaire et on va le rechercher chez les patients qui ont des hypertensions artérielles sévères ou résistantes, quand il y a une hypokaliémie associée, quand c'est des hypertensions artérielles du sujet jeune, quand il y a un incidentalome et chez des patients qui ont eu des complications cardiovasculaires très importantes. On va doser l'aldostérone et la rénine pour calculer le rapport aldostérone sur rénine. Ce sont des dosages standardisés, donc le matin, à jeun, après 15 minutes en position assise, un régime sodé libre et donc on va mesurer la natriurèse et une normokaliémie. En termes de médicaments, on va arrêter les bloqueurs du récepteur minéralocorticoïde et la contraception pendant 6 semaines. On arrêtera les autres médicaments pendant 15 jours, à savoir les IEC, les ARA2, les diurétiques, les bêta-bloquants et les dihydropyridines. Il va nous rester des médicaments qui n'interfèrent pas avec les dosages, comme les antihypertenseurs centraux, les alpha-bloquants,
et les inhibiteurs calciques non d'hydropyridine, et puis on donnera assez facilement des supplémentations potassiques si on en a besoin. Si ce rapport est bas, on a éliminé le diagnostic. S'il est élevé, eh bien à ce moment-là, on réadressera les patients. Est-ce qu'il suffirait de faire un scanner? Eh bien non, c'est des tonnes de contre-exemples ici, avec cette patiente qui avait un hyperaldostéronisme primaire qui provenait de la surrénale gauche, mais le nodule était à droite. Cette patiente qui avait des surrénales parfaitement normales avec des méthanéphrines élevées, et en fait, elle avait un paragangliome de la tête et du cou. Cette patiente qui avait une mutation génétique qui prédisposait au phéochromocytome, et en fait, c'était un hypercortisolisme. Donc, le scanner ne nous permettra pas de conclure. Enfin, pour finir, je vous ai mis en dernière diapositive un résumé des traitements qu'on peut utiliser pour faire des dosages de rénine et d'aldostérone, de la prescription du freinage minute, et puis des différents dosages biologiques qu'on va pouvoir prescrire en ville. L'idée étant plus effectivement d'éliminer ces hypertensions artérielles endocrines que de les confirmer, ce qui va nécessiter d'autres tests. Et donc à ce moment-là, je pense qu'il faut réadresser les patients. Je vous remercie pour votre attention et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Merci beaucoup, au revoir. Merci beaucoup, Laurence. Donc, un SOS Laurence Amar existe. On va pouvoir donc le diffuser. Merci beaucoup, Laurence, toujours aussi clair dans ta présentation. Alors, je vais te poser une question de cardiologue basique, ayant vraiment cette question au quotidien. Quand on doit rechercher une hypertension artérielle secondaire, en particulier endocrine, on commence par la biologie, par la morphologie, ou l'ordre t'est indifférent? Parce que c'est vraiment une question que l'on a avec nos imageurs, souvent, c'est qu'ils n'aiment pas qu'on aille à la pêche. Donc, je sais qu'à HEGP, vous êtes privilégiés, mais dans le monde normal, où on a en face de nous des imageurs, est-ce que tu peux m'aider à argumenter? En pratique, on commence par la biologie. Ils ont raison, c'est-à-dire qu'on devrait avoir d'abord les dosages biologiques et après voir ce qui se passe au niveau des surrénales. À la HEGP comme ailleurs, on feinte un petit peu tout simplement parce qu'on visualise les artères rénales en fait. Donc, quand on recherche une sténose athéromateuse, le Doppler est très bon. Quand on recherche une dysplasie fibromusculaire, donc notamment chez tous les jeunes déjà, on a une indication directe au scanner. Donc en fait, ce qu'on prescrit, nous, c'est un angioscanner des artères rénales. Après, en termes de réflexion, les dosages hormonaux, s'ils sont normaux, on a éliminé une hypertension artérielle endocrine, ça c'est vrai. Merci Laurence. J'avais une question qui est posée sur le forum par Benoît. En pratique, est-ce que le cortisol libre urinaire des 24 heures suffit pour éliminer le diagnostic d'un hypercorticisme, par exemple? Non. Et en fait, le cortisol libre urinaire des 24 heures, c'est le dernier test qui va devenir pathologique quand on a un hypercortisolisme. Donc en fait, on va les diagnostiquer beaucoup plus tard. Le test le plus sensible, c'est le freinage minute. Sincèrement, le freinage minute, c'est pas très compliqué. C'est-à-dire que les patients prennent 2 comprimés de dexaméthasone à minuit et ils vont au laboratoire faire une prise de sang classique de cortisol. Et donc, c'est un test qui est facile à faire. Autant l'hyperaldo, c'est un peu plus compliqué, mais faire un freinage minute, c'est facile. Et c'est quand même le test qui va être le plus sensible en dépistage. Merci Laurence pour ces précisions. Alors, j'avais une question. Oui, vas-y. J'ai une question de cardiologue encore pour toi, Laurence. Romain nous a angoissé tout à l'heure en nous disant qu'on avait donc potentiellement des HTA secondaires dans notre consultation, et donc on va les prendre dans l'hôpital de jour, mais ils sont très hypertendus, on voudrait les traiter. Et là, tu nous as rappelé que les dihydropyridines étaient interdites. Alors, qu'est-ce que tu leur donnes à tes patients en attendant le bilan, dans la mesure où il va falloir attendre quelques jours à quelques semaines? Puisque là, tu nous rappelles quelque chose d'important, c'est que les dihydropyridines interfèrent avec les dosages, alors que la notion classique qu'on avait modestement, nous, c'est que c'était les moins mauvais des mauvais. Alors, c'est les moins mauvais des mauvais, c'est vrai. C'est juste qu'une fois qu'on fait tout cet effort, qu'on va modifier tous les traitements, autant se mettre dans les meilleures conditions possibles. Ce que ça va faire, les dihydropyridines, c'est que ça va avoir tendance à augmenter la rénine et donc c'est vrai que ça va fausser le diagnostic. Les médicaments qu'on va leur donner, c'est des inhibiteurs calciques non dihydropyridines, donc diltiazem, verapamil, des antihypertenseurs centraux type rilménidine et des alpha-bloquants type prazosin ou urapidil. Et donc la trithérapie classique, ça va être l'urapidil pleine dose, la rilménidine pleine dose et puis du diltiazem 300 mg. On passe. Oui, vas-y. Merci beaucoup, Laurence. Merci pour tes réponses précises à des questions énigmatiques de ma part. Et on a tous retenu ton adresse électronique pour t'appeler en urgence. Merci beaucoup. Alors, j'ai le plaisir de donner la parole maintenant à mon ami Jacques Blacher.
qui va nous parler d'un sujet dans lequel il est expert parmi bien d'autres dans le domaine de l'hypertension artérielle, décidément ancien président de la Société française d'hypertension artérielle. Et Jacques va vous traiter de l'hypertension artérielle résistante. Quel traitement? Merci beaucoup, Jacques. Bonjour à tous, je m'appelle Jacques Blacher, je travaille à l'Hôtel-Dieu à Paris et je vais vous parler d'hypertension artérielle résistante, qui est une situation finalement assez fréquente en cardiologie. Alors j'ai toute une kyrielle de liens d'intérêt avec des structures privées et publiques. J'espère faire cette communication exempte de conflits d'intérêts, mais c'est à vous d'en juger. Il y a une partie de mes diapositives qui viennent de ces recommandations, qui sont des recommandations de la Société française d'hypertension artérielle pour la prise en charge de l'hypertension artérielle qui résiste au traitement. Alors pourquoi une telle recommandation? Pourquoi est-ce que la société savante a décidé de faire ce travail? Eh bien parce que, on le sait, en plus d'être une situation relativement fréquente, eh bien c'est une situation qui expose le patient à un risque cardiovasculaire qui est augmenté. Les patients hypertendus résistants ont un risque accru de faire toute une série de complications, notamment des accidents vasculaires cérébraux. La définition, c'est d'avoir des chiffres au-dessus des objectifs thérapeutiques, 140-90 chez tous les patients, sauf les plus de 80 ans où l'objectif est exclusivement systolique et il est de 150 mm de mercure. Et ce malgré 3 médicaments antihypertenseurs à dose optimale depuis au moins 4 semaines. Et sur ces 3 médicaments, il doit y avoir un diurétique qui est le plus souvent un diurétique thiazidique. Lorsque c'est un diurétique thiazidique, eh bien, il faut qu'il soit à dose optimale. Donc pour l'hydrochlorothiazide, c'est 25 mg. Mais vous voyez sur cette diapositive qu'en cas d'insuffisance rénale, eh bien, c'est le Lasix qui est utilisé le plus souvent à partir de niveaux faibles de clairance de la créatinine, en dessous de 30 ml par minute. Alors voici l'algorithme qui est proposé par la Société d'hypertension pour les médecins généralistes. Lorsque les médecins généralistes ont un patient qui résiste à son traitement, eh bien, ils doivent contrôler que le traitement est réellement adapté, c'est-à-dire 3 médicaments à dose optimale comprenant un diurétique. Ensuite, la question qu'ils doivent se poser, qui est une question complexe à résoudre, est de savoir si le patient prend correctement son traitement antihypertenseur. Et on le sait bien, il est difficile pour nous cliniciens de pouvoir évaluer correctement l'observance des patients. Ensuite, la question est de savoir si l'hypertension artérielle résistante est permanente. Est-ce qu'en dehors du cabinet médical, eh bien, cette hypertension persiste ou est-ce qu'on est dans une situation d'hypertension blouse blanche? Et puis après, rechercher des médicaments ou des substances qui vont favoriser la résistance des chiffres de pression artérielle. Et si les réponses sont négatives à toutes ces questions, eh bien, il y a lieu d'aller demander un avis spécialisé, le plus souvent à un cardiologue, pour lui travailler sur la suite de la stratégie diagnostique et thérapeutique. Un petit point sur les médicaments qui sont associés à la résistance. Donc, il y a des médicaments à côté desquels on ne passe pas, comme la cyclosporine chez les patients qui ont été transplantés, comme les corticoïdes chez les patients qui ont une maladie inflammatoire chronique. Mais c'est vrai qu'on oublie de temps en temps la contraception œstroprogestative, c'est vrai qu'on oublie les anti-inflammatoires non stéroïdiens. De temps en temps, les patients ne nous disent pas qu'ils prennent un traitement antirétroviral. On se rappelle de la réglisse, mais très franchement, c'est en termes de substance plus souvent l'alcool que la réglisse qui est associée à l'hypertension artérielle résistante. Alors, il y a eu un essai thérapeutique qui a été publié il y a quelques années, qui a inclus des patients porteurs d'une hypertension artérielle résistante. Ces patients avaient tous une trithérapie antihypertensive, ils avaient 60 ans d'âge moyen et ils ont été randomisés dans 4 groupes. Et donc, vous voyez que les patients ont été randomisés soit dans le groupe placebo, soit dans le groupe spironolactone, soit dans le groupe doxazosine, soit dans le groupe bisoprolol. Et donc, vous voyez que la pression la plus basse est observée chez les patients du groupe spironolactone, qui a été effectivement la plus efficace, puisqu'il y a eu, après correction du placebo, une baisse de 9 mm de mercure avec la spironolactone, là où il n'y avait que 4 ou 5 mm de mercure avec la doxazosine ou le bisoprolol. De plus, ce traitement était bien toléré,
bien tolérée à cette petite posologie, et c'est un point important. Les fortes posologies de spironolactone sont souvent mal tolérées, mais les faibles posologies sont souvent bien tolérées. Alors, l'algorithme du cardiologue, ça va être de rechercher une atteinte d'organe cible pour mieux évaluer le niveau de risque cardiovasculaire du patient. Est-ce qu'il y a une hypertension artérielle secondaire? Et ça va être la recherche étiologique, à la recherche d'un hyperaldostéronisme, d'un phéochromocytome, d'une hypertension artérielle rénovasculaire. Et puis, si on est dans une hypertension artérielle résistante essentielle, eh bien, la suite, c'est de donner cette spironolactone comme 4e médicament suite au résultat de l'étude Pathway 2. Et puis, si ce n'est pas suffisant, eh bien, soit on rajoute des médicaments, bêta-bloquants, alpha-bloquants, antihypertenseurs centrales, soit on discute des stratégies interventionnelles non pharmacologiques. Et aujourd'hui, on a la possibilité chez certains patients d'aller proposer une dénervation artérielle rénale, qui était très à la mode il y a quelques années, mais dont les résultats d'évaluation ont été, on va dire, mitigés. Et donc aujourd'hui, cette stratégie thérapeutique cherche ses indications et ses modalités. Et il y a actuellement en expérimentation la stimulation du barorécepteur carotidien qui sera peut-être demain le traitement de l'hypertension artérielle résistante, mais encore une fois, on est en pleine évaluation. Et donc, en conclusion, je reprends cette plaque des recommandations américaines de la prise en charge de l'hypertension artérielle résistante. J'ai souligné 3 points. Le premier point, c'est que vous voyez que l'objectif, le seuil n'est pas le même aux États-Unis et en Europe, puisque aux États-Unis, on est hypertendu au-dessus de 130-80, et donc hypertendu résistant si on a au-dessus de 130-80 sous 3 traitements antihypertenseurs. Mais les Américains proposent de donner aussi comme diagnostic d'hypertendu résistant les patients qui ont besoin d'au moins 4 antihypertenseurs. 4 antihypertenseurs, même s'ils sont bien contrôlés pour leur chiffre de pression artérielle. Et donc, pour finir, eh bien, on a aux États-Unis la recommandation de faire une polysomnographie nocturne pour éliminer l'apnée du sommeil, mais on sait bien que le traitement de l'apnée du sommeil n'a pas beaucoup d'effet sur les chiffres de pression artérielle. Merci de votre attention. Merci Jacques pour cette excellente présentation. Je ne sais pas si tu as pu nous joindre et tu nous entends? Je suis avec vous. Merci. Alors Jacques, en plus, on te voit à l'envers. Est-ce que ça veut dire que l'hypertension artérielle résistante peut nous donner comme ça la berlue? Alors Jacques, c'est avec plaisir qu'on te retrouve, les mains avec des seringues pour la vaccination. Alors Exactement. Bien sûr, on n'aura pas le temps de te poser toutes les questions sur l'HTA résistante. Alors, je voudrais que tu nous fasses peut-être un rappel, encore une fois, pour les néophytes dont je fais partie, sur ce que tu estimes être aujourd'hui la place de la dénervation rénale. Parce que, comme tu le sais, on est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel pour savoir si on abandonnait, on reprenait quand. Est-ce que tu pourrais nous redire, OK, on est dans une situation particulière avec cette quadrithérapie à laquelle le patient résiste. Quelles sont aujourd'hui tes indications que tu considères finalement comme non discutables ? Alors, comme tu le dis, effectivement, on est passé par toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Et c'est vrai que lorsque la dénervation rénale est arrivée sur le marché, on va dire, dans l'hypertension artérielle résistante, on a vraiment l'impression d'avoir trouvé le Graal. Et puis, les premiers essais ont été extrêmement intéressants, avec des résultats extraordinaires en termes de baisse de pression artérielle, au point où on a eu des collègues qui considéraient que finalement c'était le gold standard de la prise en charge de l'hypertension artérielle résistante. Et certains ont même considéré qu'il fallait proposer une dénervation rénale à des patients avant l'hypertension résistante, et même peut-être dans l'initiation du traitement antihypertenseur. Donc tu vois, on en était à cela il y a quelques années. Et puis, finalement, les essais thérapeutiques sont devenus beaucoup moins positifs, comme souvent, avec des effets beaucoup moins importants sur le plan quantitatif. Et on est resté sur des indications d'hypertension artérielle résistante réellement à 3, voire même 4 médicaments antihypertenseurs. Sur les derniers essais, il y avait des patients qui avaient tous de la spironolactone. Et puis, il y a eu l'essai qui a montré que finalement,
il n'y avait pas d'effet significatif statistiquement sur la baisse de pression artérielle. Et donc aujourd'hui, je pense qu'on est revenu quasiment au point de départ, à savoir qu'il faut trouver la place de cette technique. Et il est clair que aujourd'hui, en 2021, eh bien, la dénervation artérielle rénale, ce n'est pas du soin, c'est de la recherche. Et il faut refaire les essais avec les nouvelles techniques et préciser les indications. Merci beaucoup Jacques pour ces précisions. Pour garder le temps de la session, on te retrouve tout à l'heure pour d'autres questions sur le chat et on va passer la parole à Othman Ben Mansour, qui est donc interne de cardiologie à Tours et également membre du Collège des cardiologues en formation et qui va nous parler des urgences hypertensives en pratique. Alors, je suis Othman Ben Mansour, membre du Collège des cardiologues en formation. Je vais vous présenter une petite session sur les urgences hypertensives très pratico-pratiques. Je n'ai pas de conflit d'intérêt pour cette présentation. Alors, lorsqu'on parle d'hypertension sévère, d'urgence hypertensive, on parle souvent de poussée, de crise, d'urgence. Il y a plein de termes qui sont utilisés. Globalement, on regroupe tous ces termes sous l'entité crise hypertensive, définie par des chiffres tensionnels supérieurs à 18-11. On parlera de poussée hypertensive ou urgencies en anglais versus urgence hypertensive ou emergencies en anglais, selon la présence ou l'absence d'atteinte d'organes cibles. Et enfin, il y a une troisième entité qui s'appelle l'HTA maligne. C'est une entité dont on ne parlera pas ce jour, mais pour rappel, c'est une HTA avec une physiopathologie un peu particulière, avec un pronostic catastrophique, la plus grave à mon sens des crises hypertensives. Elle se définit désormais par des chiffres tensionnels supérieurs à 18-11 et au moins 3 des 4 atteintes d'organes cibles. Pourquoi ces différentes définitions? Eh bien, en fait, voici une étude de 74 qui décrivait un petit peu les patients hypertendus avec des atteintes d'organes cibles. On voit que les patients du groupe 4 sont patients qui ont une HTA maligne. Eh bien, ils ont une survie à 1 an qui est de 20%, soit une mortalité de 80%. C'est catastrophique. C'est l'atteinte d'organes la plus sévère. Sur le plan épidémiologique, un peu de rappel, eh bien, c'est peu fréquent, c'est 0,4% des entrées aux urgences. Dans un quart des cas, il y aura une atteinte d'organes cibles. Donc, c'est pas fréquent, mais quand vous en avez une, faut y penser, faut faire le bilan, faut rechercher les atteintes d'organes. Les chiffres sont en augmentation et globalement, c'est une population pour laquelle on a soit une inobservance des traitements antihypertenseurs, soit des patients qui sont hypertendus méconnus, des migrants, des patients qui viennent de déserts médicaux. Donc, quand s'inquiéter devant des chiffres tensionnels élevés, alors, première chose, c'est confirmer le diagnostic, être sûr que le patient est bien hypertendu sévère, être sûr que le patient est bien au repos, qu'il n'y a pas d'effet de blouse blanche et que, bien sûr, le brassard qui lui a été mis est bien à sa taille. Une fois que vous avez confirmé cette hypertension, eh bien, il faut aller interroger le patient, savoir s'il se plaint ou pas des symptômes. Voici une étude un petit peu à côté de ma diapositive qui montre que les patients qui venaient pour une poussée hypertensive simple, sans atteinte d'organes, se plaignaient plutôt de signes aspécifiques, de céphalée, d'épistaxis, alors que les patients qui viennent pour une urgence hypertensive, eux vont se plaindre plutôt d'une atteinte d'organes, d'une dyspnée sur un OAP, d'une douleur thoracique, un déficit neurologique. Donc, les symptômes peuvent être un premier élément d'orientation qui peuvent un peu séparer les choses, mais pas seulement. Alors, une fois que vous avez confirmé votre diagnostic, vous allez rechercher un facteur déclenchant. Est-ce que le patient est hypertendu non compliant? Est-ce qu'il y a d'autres pathologies en faveur d'une endocrinopathie qu'on pourrait rechercher? Ou est-ce que la patiente, par exemple, est enceinte? Et enfin, est-ce qu'il y a des traitements pro-hypertensifs que le patient prend, des vasoconstricteurs nasaux, une contraception? Une fois que vous avez fait le tour de la question, vous allez faire votre bilan des atteintes d'organes. C'est le plus important à mon sens. Vous allez faire un premier bilan biologique, un ECG et aller faire un fond d'œil. Aller faire un fond d'œil aux patients, c'est très important. Dans 16% des cas, vous retrouvez une rétinopathie sévère chez patients qui peuvent être asymptomatiques. C'est hyper important. Ça peut changer de classe les patients. Voilà. Voici le reste du bilan qui est décrit. Et dans certains cas, voilà, quand vous avez des patients qui viennent pour une HTA aux urgences ou dans vos services, eh bien, il faut aller voir si le patient se plaint d'une HTA réactionnelle ou en fait, est-ce que ça va être plutôt l'atteinte d'organes qui parle. Je suis plus clair. Un patient, quand il fait un AVC ischémique, il va avoir une HTA réactionnelle qui n'est pas en lien en fait avec l'HTA. Alors que si un patient fait un OAP, il peut avoir une HTA qui a entraîné l'OAP ou un HTA qui peut être réactionné à l'OAP. C'est un peu la question de l'œuf ou de la poule. Il va falloir essayer de séparer les choses pour aider à la prise en charge. Ça peut changer les choses.
Alors, voici quelques exemples d'organes cibles atteints par l'HTA. Globalement, par rappel, on va voir le cœur, le rein, les yeux et le cerveau. Voici un ECG avec une HVG électrique sur l'ECG, une rétinopathie sévère hypertensive classique avec des nodules cotonneux, des exudats secs et une hémorragie en flamèche, des hémorragies en flamèche. Et enfin, à côté, vous avez sur l'IRM des hypersignaux occipitaux classiques du PRES syndrome. Alors, est-ce qu'il faut aller faire un bilan d'HTA secondaire? La réponse est oui, mais pas en urgence. Voici une étude sur l'HTA maligne où on avait fait un bilan systématique de causes secondaires. Dans 54% des cas, on retrouvait une HTA essentielle et donc les autres causes, dans 45% des cas, c'était une HTA secondaire. Donc oui, aller faire ce bilan, pas en urgence parce que le moment de l'HTA de la crise hypertensive, c'est un moment où on relâche des catécholamines urinaires, où il y a une altération du système rénine-angiotensine. Donc c'est pas le bon moment pour aller faire des prélèvements. Mais par contre, il faudra le faire à distance quand l'HTA sera contrôlée par un spécialiste. Alors, une fois que vous avez fait la part des choses entre poussée hypertensive et urgence hypertensive, si vous avez en face de vous une poussée hypertensive sans attente d'organes, alors pas de traitement en intraveineux, traitement en ambulatoire, PEROS, et idéalement par une bithérapie pour contrôler rapidement la tension. Voilà. Ce patient-là, bien que ce soit moins grave qu'une atteinte d'organes, eh bien, il faudra le suivre avec des MAPA, des automesures, pour l'éduquer également. Si par contre vous avez une urgence hypertensive avec une atteinte d'organes, dans ces cas-là, ça n'a rien à voir. Il faut hospitaliser le patient, contrôle de la tension en fonction de l'atteinte d'organes. C'est pas la même chose si on a un SCA, une dissection aortique d'un AVC. Je vous ai mis un petit peu à côté le tableau de l'EAC qui récapitule un petit peu. Si c'est une dissection aortique, c'est immédiatement, contrôle immédiat de la tension. Par contre, si c'est un AVC ou alors une HTA maligne, dans ces cas-là, c'est plus progressif et les objectifs sont un peu différents. Voilà. Et dans tous les cas, ça serait traitement en intraveineux des antihypertensifs. Voilà pour moi, un petit rappel, un petit mot de conclusion. Ça sera, c'est une pathologie qui est rare, la crise hypertensive, mais qui est un petit peu à la hausse et qui reste catastrophique si on ne prend pas en charge, si on ne surveille pas bien les patients. Ce qu'il faut faire, c'est être exhaustif sur le bilan de recherche d'organes. Allez faire des fonds d'œil à vos patients. Essayez de créer des filières avec vos centres, avec vos ophtalmologistes. Si pas d'attente d'organes, et pas traitement en ambulatoire, PEROS. Si atteinte d'organes, hospitalisation et traitement intraveineux. Et dans tous les cas, une des choses les plus importantes, c'est de suivre ces patients-là, aller vraiment les suivre, et essayer de les sensibiliser à leur pathologie. Voilà pour moi. Bon courage et bon congrès. Merci Othman pour cette présentation. Il y a plein de questions sur le forum, plein de questions qui sont d'ailleurs plutôt pour Laurence, éventuellement Jacques. Une première question pour Laurence, question courte, rapide, courte. Quel traitement pour les HTA à réninémie basse? On met plutôt des diurétiques. Merci. L'HTA rénine basse, c'est une entité qui s'apparente à l'HTA essentielle. C'est des patients qui ont besoin qu'on diminue la volémie et donc plutôt des diurétiques. Merci Laurence. Alors moi j'ai une question du forum, en fait pour vous trois, mais peut-être qu'on peut commencer par toi Laurence, si vraiment vous vous engagez à nous faire des réponses très courtes. Comment faire le dosage? Donc là, c'est SOS Laurence, comme tu nous l'as dit. Comment faire les dosages chez des patients qui ont des hypertensions sévères non équilibrées parce qu'on va donc être amené à interrompre le traitement avec le risque de poussée hypertensive. Donc comment est-ce qu'on fait le dosage de rénine dans ces situations un peu compliquées où on aimerait ne pas devoir arrêter le traitement? On peut commencer par toi, Laurence, et puis Jacques, peut-être. D'abord, il faut absolument le faire parce que c'est ces patients-là qui vont bénéficier le plus du diagnostic. Ensuite, ce qui a été montré, c'est que si on arrête les médicaments que 15 jours, parce que finalement, on n'a besoin que 15 jours d'arrêt, il n'y a pas d'événements graves qui se produisent. Donc, du coup, on le fait. Par contre, on s'organise bien pour qu'effectivement, les patients ne traînent pas dans la nature en attendant d'aller faire leur prise de sang. Il faut vraiment qu'il n'y ait que 15 jours et moyennant quoi, on le fait. Jacques, c'est pareil pour toi? Oui, tout à fait. Peut-être en rajoutant qu'on peut donner des antagonistes calciques, on peut inonder les patients antagonistes calciques d'alpha-bloquants, de centraux qui modifient finalement assez peu la rénine. Et puis de temps en temps, pour les patients qui sont très sévères, eh bien, ça peut être intéressant d'avoir des dosages hormonaux sous traitement interférent. Et on essaye d'interpréter ce qu'on obtient comme résultat de rénine notamment, en se disant, voilà, il a un bêta-bloquant, je ne peux pas l'arrêter, par exemple, pour des raisons rythmiques. Normalement, le bêta-bloquant va réduire de 30% environ la rénine, ou alors il a un diurétique, un IEC, un ARA2 qui devrait augmenter la rénine. Donc, on essaye de pouvoir interpréter les résultats sous traitement interférent. C'est compliqué,
mais des fois, c'est un peu dangereux d'arrêter les traitements. Oui, merci Jacques. Cela rejoint d'ailleurs une des questions du forum, c'est est-ce qu'on peut faire un bilan dosage de rénine-aldo alors que le patient est déjà sous IEC, éventuellement hydrochlorothiazide? Donc, comme le disait Laurence, je pense qu'il faut, autant que faire se peut, arrêter les traitements interférents. Et c'est vrai qu'assez souvent, 10 ou 15 jours, c'est suffisant. La plupart du temps, on peut les arrêter. Les rares fois où on ne peut pas arrêter, voilà, on essaye d'interpréter malgré ces traitements interférents. Si vraiment on n'a pas le choix, il faut essayer de mettre des médicaments qui ne vont pas aller dans les deux sens. C'est-à-dire qu'effectivement, si on met IEC, hydrochlorothiazide, on va pouvoir se dire que si la rénine est quand même basse, comme les deux vont avoir tendance à augmenter la rénine, on pourra raisonner. Si on met hydrochlorothiazide bêta-bloquant, on n'est plus capable de raisonner. Alors moi j'avais une question, peut-être qu'on peut commencer par toi, Othman. L'abétalol dans une urgence hypertensive, quelle est sa place aujourd'hui? Et puis après, on aura une question plus générale pour vous trois. C'est aldactone. Est-ce qu'on titre ou est-ce qu'on donne une pleine dose d'emblée? Donc, on commencera, si tu veux bien, par Jacques. Alors, Othman, à toi la parole. Pour le labétalol, c'est plutôt la dissection aortique, selon les recommandations de l'ESC. Après, en pratique, voilà, tout se fait. On voit de l'Eupressile, on voit un peu de tout. Jacques ou Laurence, vous l'apportez. L'abétalol, ça fait partie de votre arsenal en dehors de la dissection sur ces urgences hypertensives. Encore une fois, ce sont des patients qui ont un profil particulier. Tu l'as bien dit, Othman, en fonction de la présence ou non d'atteinte des organes disciples. Tu sais que nous, en cardiologie, on a souvent des poussées hypertensives avec des biomarqueurs qui deviennent pathologiques, ce qui nous pose des problèmes d'ailleurs en termes d'exploration. Donc, j'aimerais bien voir l'éclairage de Jacques avec sa sagesse et son expérience. Pour le labétalol, il y a peut-être deux situations qu'il faut rappeler. C'est premièrement les patients qui ont un phéochromocytome avant la chirurgie. Ça fait partie des traitements qu'on peut donner aux patients qui ont un phéochromocytome, en sachant qu'on n'aime pas leur donner des bêta-bloquants sans alpha-bloquants. Donc le labétalol qui a une action à la fois alpha et bêta peut faire l'affaire. Et puis il y a aussi un point important pour les femmes enceintes. Rappelons qu'il y a très peu de médicaments qu'on peut donner dans la grossesse. Et le labétalol est un des rares médicaments avec la nicardipine, avec la nitrandipine et puis avec l'alpha-méthyldopa. Donc, place de choix chez la femme enceinte hypertendue. Pour ce qui était de la spironolactone, ta question, Ariel, moi, j'aimerais vraiment faire passer le message que la spironolactone, même si dans l'essai Passway a été très bien toléré, il faut rappeler que la spironolactone est un médicament qui génère beaucoup d'effets adverses. Et ces effets adverses sont dose dépendants et durée de traitement dépendant. Je suis persuadé que si on avait attendu plusieurs années dans l'étude Passway, il y aurait eu beaucoup plus d'effets adverses dans le groupe spironolactone. Et donc, moi, je recommande vraiment d'initier la spironolactone à 12,5 mg. Donc, les comprimés sur le marché, ils font 25, 50 ou 75, donc un demi du plus petit comprimé de spironolactone. Et de temps en temps, on est agréablement surpris. Cette dose est nécessaire et suffisante pour contrôler les chiffres de pression artérielle. Merci Jacques. Une question peut-être un peu compliquée. Chez un patient qui a une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection altérée, sous traitement par IEC bêta-bloquant, peut-on arrêter, s'il fait une HTA sévère, ces traitements pour faire le bilan? La question qui se pose, si on a besoin d'arrêter les traitements, c'est pour faire un diagnostic d'hyperaldostéronisme primaire. Et finalement, la spironolactone, ça marche très bien dans le diagnostic d'hyperaldostéronisme primaire. La question, ça va être, est-ce qu'on serait prêt à opérer un patient comme ça? Si un patient qui a une insuffisance cardiaque, qui donc a un risque chirurgical qui est important, qui va devoir garder des traitements derrière, est-ce que ça a une telle importance de trouver le diagnostic d'hyperaldostéronisme primaire versus mettre en place un traitement par spironolactone qui est de toute façon indiqué pour son insuffisance cardiaque? Jacques, tu veux apporter un complément ou ça te convient? Je suis tout à fait d'accord avec cette vision très pragmatique. De temps en temps, il vaut mieux avoir un patient bien contrôlé, bien équilibré, avec un diagnostic qui n'est peut-être pas certain, qui n'est que probabiliste, plutôt que d'avoir un diagnostic de certitude où de toute façon, ça va se terminer par un traitement par spironolactone. Merci beaucoup, Othman, Romain
Laurence, Jacques, pour cette magnifique session. J'ai eu le bonheur de la modérer avec Théodora. Je ne voudrais pas redire qu'avec ma casquette de Société française de cardiologie, je suis toujours ravi de participer à ces sessions de la SFHTA. Je pense que nous avons un avenir commun décidément à poursuivre. Mes chers amis, bonne continuation et à tout de suite pour la suite de ces IGESFC 2021, décidément palpitants et qui donnent des sueurs. Merci, à plus tard.